Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour un sujet de médecine interne dans La Causerie. Bonjour Mario. Bonjour Valérie. Bon Mario, on sait que tu es spécialiste en médecine interne et on va parler de la PIF pour expliquer à nos confrères et consoeurs justement quelles sont les actualités sur la PIF à date. C'est quoi la difficulté, si on devait reparler de la difficulté de poser un diagnostic de PIF chez un chat pour un vétérinaire? Alors, en deux mots déjà, resituons-nous. Il s'agit d'un virus ARN, qui est présent dans la très grande majorité des chats au niveau intestinal. Il s'appelle coronavirus félin. Ce coronavirus félin, il n'est pas méchant quand il est dans l'intestin, c'est-à-dire il peut provoquer des diarrhées de courte durée chez des chatons ou des chats qui sont jeunes, mais qui normalement sont autorésolutives. Sauf que ce virus, il peut muter. Et s'il mute, il va acquérir la capacité de s'en aller dans le sang, notamment dans les monocytes, dans les macrophages, donc également dans les organes. Et c'est là donc qu'on peut avoir ce qu'on appelle la PIF. Or, diagnostiquer cette PIF, c'est quand même pas si facile que ça, puisque d'un côté, si on va rechercher des anticorps dans le sang, presque tous les chats vont être positifs, donc ça ne va pas nous aider. Et d'un autre côté, si on a des signes cliniques compatibles avec une PIF, rappelons-nous de la plupart du temps, c'est des épanchements cavitaires associés à des anomalies hématologiques de type anémie, baisse des globules blancs, jusqu'à arriver à des symptomatologies un peu plus particulières, comme par exemple des atteintes rénales, nerveuses, oculaires. Eh bien, si nous avons ces signes cliniques, il va falloir trouver le virus lui-même. Donc certes, on a des armes, c'est par exemple la PCR, on va rechercher l'ARN du virus dans les tissus ou dans les épanchements, mais encore une fois là, le fait d'en trouver ne signifie pas forcément que c'est ce virus qui provoque la maladie. Et alors là, la petite astuce, c'est de se dire quelle autre maladie peut mimer une PIF. Et dans ce cas-là, on va se rappeler qu'il y a l'insuffisance cardiaque congestive gauche, qu'il y a les pancréatites, qu'il y a la toxoplasmose, qu'il y a les mycobactérioses, etc., etc. Comme pour chaque maladie infectieuse, mais comme pour chaque maladie en général, une autre petite astuce, c'est de se rappeler du concept de probabilité pré-test. C'est-à-dire, mon chat, dans ce contexte, arrive sur ma table, je parle avec les propriétaires qui me donnent déjà des informations, donc une base. Puis je fais un examen clinique, j'ai une deuxième base, et puis je fais ce qu'on appelle les examens de première intention. Hémogramme, biochimie sanguine, analyse urinaire. L'ensemble de ces éléments va nous donner ce qu'on appelle la probabilité pré-test, c'est-à-dire tous les résultats que j'ai eus vont me dire qu'il y a un risque plus ou moins élevé que ce chat en question a par exemple une PIF. Cette probabilité pré-test, si elle est de 25%, ça serait très difficile d'arriver au diagnostic. Mais si cette probabilité pré-test est très élevée, c'est-à-dire au moins cliniquement je sens vraiment que ce chat en PIF, les tests du coup vont nous aider beaucoup plus facilement pour nous donner un diagnostic. Ah oui, bien sûr. Alors, la difficulté, une fois qu'on a posé ce diagnostic, et je te remercie parce que c'est vrai que ça permet de mieux évaluer aussi la façon dont on peut optimiser, j'ai envie de dire, un diagnostic sur la PIF, c'est le traitement et la prise en charge du chat. Parce que, bien sûr, ce traitement, on sait qu'il y a des solutions thérapeutiques qui existent aujourd'hui, qui sont autorisées dans les pays anglo-saxons, mais qu'en est-il en France ? Eh bien, ce qui nous donne en tant que vétérinaire, je pense à tous les vétérinaires, les frissons depuis quelques années, c'est le fait de savoir qu'enfin des molécules antivirales ont prouvé leur efficacité contre la PIF. Alors pour nous, praticiens, jusqu'à 2016, on disait aux gens je suis désolé, c'est une maladie mortelle, je ne peux rien faire. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on pourrait faire quelque chose. Or, il est important de souligner qu'en France, les molécules antivirales dont on va parler tout de suite après sont interdites pour l'instant, c'est-à-dire ne sont pas disponibles. Néanmoins, il est quand même important de se former, voire de se préformer avant leur arrivée, parce qu'on l'espère qu'elles arrivent incessamment sous peu en fait dans notre marché. Et en gros, ces molécules ont révolutionné la prise en charge de la PIF. Il s'agit donc de molécules antivirales qui ont démontré d'être efficaces à 80-90%. C'est-à-dire aujourd'hui, le taux de mortalité de la PIF dans les pays qui peuvent les utiliser, notamment les pays anglo-saxons, entre autres, a chuté énormément.
Ces molécules peuvent s'administrer de différentes façons. Il y a la façon intraveineuse, il y a la façon subcutanée, il y a la façon par voie orale. Or, évidemment, on est au début de cette découverte chez le chat avec la PIF. Par conséquent, les papiers qui sont publiés, ils sont un peu hétérogènes. C'est-à-dire il y a des papiers qui proposent uniquement des protocoles par voie intraveineuse, d'autres qui proposent uniquement des protocoles subcutanés, d'autres par voie orale. Or, dernièrement, commence à sortir des papiers que moi j'appelle le mixte. C'est-à-dire les protocoles, ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est de commencer par un protocole subcutané pendant 5 à 7 jours, puisque souvent les chats avec une PIF ne mangent pas, ils sont très abattus et très faibles, donc de les garder en hospitalisation et quand même d'utiliser ce médicament en subcutané que pendant une petite semaine, parce qu'il va provoquer quand même au niveau de la peau des inflammations, des paniculites qui sont quand même assez importantes. Et donc de switcher par la suite à la voie orale, justement, et cela pendant au moins 12 semaines. Évidemment, on n'est pas devant des miracles de la médecine non plus. Pas tous les chats vont répondre complètement à ces médicaments et certains chats ont besoin même de doses différentes par rapport à celles qui sont décrites ou conseillées aujourd'hui dans les papiers. Et une autre chose importante à se rappeler lorsqu'on réalisera pour nous ces protocoles, c'est qu'en cas de forme qu'on appelle sèche ou en cas de forme nerveuse oculaire, les doses sont beaucoup plus importantes par rapport à celles qu'on peut donner dans ce qu'on appelle les formes humides, c'est-à-dire quand il y a des épanchements. Mais alors, est-ce que justement, d'après les tests, les essais, les études en cours dans les pays anglo-saxons, on a aussi quelques conclusions qui commencent à émerger? Est-ce qu'il y a aussi des effets secondaires de ce traitement de la PIF, de ce traitement antiviral? Et puis, mon autre question, c'est aussi, est-ce qu'on fait un parallèle avec ce qui existe en humaine aussi? Eh bien oui, des effets secondaires existent, notamment le plus fréquent quand on utilise la voie subcutanée, c'est des inflammations de la peau. Ça peut être vraiment très important et même les chats ont tendance à devenir agressifs au bout de 5 à 7 jours parce que ça fait mal. Par contre, et c'est de là en fait qui vient le conseil de switcher à la voie orale une fois passé cette phase de 5 à 7 jours pendant laquelle on ne peut pas donner la voie orale parce que l'animal n'est pas bien pour assumer un médicament par la bouche. Donc ça, c'est le premier effet secondaire. Le deuxième qui est fréquent mais qui est également bénin, c'est l'augmentation des paramètres du foie et dans le spécifique des alates, donc un enzyme de cytolyse. Cela semble être autorésolutif, c'est-à-dire il est vrai que ce paramètre augmente tout au long du traitement, il est vrai qu'il faut le suivre pour s'assurer que ça n'augmente pas énormément, mais puis va rentrer dans l'ordre une fois qu'on a arrêté nos 12 semaines de traitement. Et enfin, de façon beaucoup plus anecdotique et même très dernièrement, et ça fait même pas un mois, des calculs urinaires ont été décrits chez un chat qui a été traité avec ce traitement, mais ce qui est intéressant, c'est que quand ce calcul a été analysé, le calcul était entièrement fait par la molécule antivirale. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Et tout en dernier, des syndromes d'hyperesthésie féline ont été décrits. Alors là, on ne sait pas trop si cette hyperesthésie féline est due au traitement lui-même ou si c'est une conséquence de la PIF et notamment des formes nerveuses. Juste une question pour rebondir sur les problèmes de calcul rénaux dont tu viens de parler. Est-ce que chez un chat, finalement, insuffisant rénal, c'est une problématique qui a été soulevée d'utiliser ce traitement antiviral? Alors, le calcul avait été retrouvé dans la vessie et en ce qui concerne les reins, on n'en sait pas trop. Alors, pour l'instant, ce n'est pas vraiment une contre-indication à ma connaissance pour le traitement, mais je pense encore une fois, je rebondis sur ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'études à ce sujet. C'est très beau de voir que ça sort et c'est très beau de se dire qu'enfin on pourrait avoir une arme pour lutter contre la PIF, mais il faut quand même rester prudent parce qu'il n'y a pas non plus des centaines d'études à ce sujet. Oui, et tu me disais que c'est aussi un enjeu, ce traitement. Pour le moment, c'est une problématique réglementaire finalement en France que l'on a. C'est aussi un enjeu de santé publique. Ça peut l'être. Pourquoi ça peut l'être? Puisque c'est des traitements, c'est des molécules antivirales. Or, il y a grosso modo 2 molécules qui agissent de façon un peu différente l'une de l'autre. Et une, en fait, agit de façon à créer des altérations, en fait, des aberrations, en gros, dans l'ARN viral. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand moi, je fais la molécule antivirale, je vais m'insérer dans l'ARN du virus, je vais créer des erreurs. Okay? Sauf que cela peut également induire, en fait, une résistance à cette molécule par le virus lui-même. Et pourquoi il est important d'alerter
même avant encore d'avoir à disposition le médicament, puisque chez l'homme, ces médicaments et ces deux molécules sont utilisés pour la Covid. Et en fait, des papiers ont été publiés très récemment, ça date d'une semaine, qui ont démontré en fait que les patients avec la Covid qui ont été traités avec une molécule de l'eau spécifique, et presque tous par la suite ont eu des mutations dans le coronavirus qui provoquait la Covid. Et du coup, on se demande aujourd'hui, c'est les mutations qu'on voit très fréquentes pour exactement. On n'est pas en train de les générer par le traitement. Exactement. Et donc là, nous vétérinaires, quand même, on doit se poser la question, est-ce que cela ne pourrait pas être la même chose à la fois pour le chat, c'est-à-dire je vais faire muter encore une fois ce virus de la PIF qui va de nouveau devenir résistant aux médicaments, et d'un autre côté se dire est-ce que mes animaux traités, mes patients animaux traités avec ces médicaments ne peuvent pas participer du coup à des résistances vis-à-vis des coronavirus pour l'homme. D'accord. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. On a fait avec les connaissances à date, comme tu l'as dit, mais je pense que ça intéressera beaucoup de confrères et de consoeurs. Et comme tu le disais, pour se former, est-ce qu'il y a des supports que tu recommandes justement pour se former à cette nouvelle possibilité thérapeutique pour les confrères et consoeurs ? Tout à fait. Il y a désormais un papier international qui est le Journal of Lyme Medicine and Surgery, qui publie énormément à ce sujet, qui désormais est ouvert en fait pour la lecture. Il ne faut plus payer en gros pour aller lire les articles. Donc déjà, je pense que c'est pas mal. Évidemment, il faut connaître l'anglais ou quand même avoir un petit peu voilà, c'est un peu la limite exactement. Et sinon, en France, de plus en plus, il y a des auteurs ou même d'autres vétérinaires qui traduisent ou qui apportent leurs connaissances et leur expérience tout en écrivant en français. Mais donc oui, on a du matériel de quoi faire pour aller plus loin et se préparer à l'arrivée, on l'espère, de ce médicament en France. Merci beaucoup Marion en tout cas pour cette problématique très fréquente dans l'exercice vétérinaire. J'espère que cet épisode vous aura plu. On vous met justement en lien sous l'épisode les références que notre confrère Mario Savone citait dans cet épisode. Et puis à très bientôt pour de nouvelles actualités en tout cas. Et à bientôt. Au revoir.